Bonjour, je m'appelle Cécile, j'ai 35 ans et je travaille à la bibliothèque publique depuis environ 8 ans. La bibliothèque de ma ville est assez grande et d'une grande beauté. La moitié est entièrement en verre et l'autre moitié est de cette magnifique couleur bois qui est si apaisante pour les yeux. Et en parlant de se détendre, travailler dans une bibliothèque est définitivement le travail le plus confortable que j'ai jamais eu. Nous sommes en service de 8 heures du matin à 8 heures du soir. Et après cette heure-là, je me consacre à l'organisation des livres jusqu'à 10 heures. Ensuite, je rentre chez moi. Normalement, une seule personne est nécessaire pour rester jusqu'à 10 heures du soir. Et comme je vis seul et que je m'ennuie chez moi, je me propose toujours pour couvrir ce créneau. En plus, cela me rapporte un supplément. Cependant, il y a quelques mois, j'ai vécu l'une des expériences les plus terrifiantes de ma vie. Justement pendant l'un de ces quarts de nuit, c'était un lundi particulièrement calme. Il était 20 heures, l'heure de la fermeture. J'ai salué mes collègues comme tous les jours, et une fois qu'ils sont partis chez eux, je suis resté dans le bâtiment pour organiser les livres, comme d'habitude. En commençant à placer les livres sur les étagères correspondantes, j'ai pris mon temps pour les disposer avec soin et les feuilleter afin de m'assurer qu'aucun n'avait été endommagé. Tout cela pendant que je me détendais en écoutant un peu d'Adèle. Heureusement, organiser les livres n'est plus un travail aussi difficile, car nous avons une fente sur le côté du bâtiment qui permet aux usagers de déposer les livres sans entrée. Ceux-ci tombent ensuite dans une sorte de bac, d'où je les récupère pour les remettre à leur place. Ce jour-là, j'ai simplement pris le bac contenant tous les livres retournés et je les ai examinés un par un, ainsi que le catalogue numérique, pour m'assurer qu'ils étaient bien enregistrés. Ce processus est aussi simple que de rescanner le livre. Mais notre scanner est en panne depuis le mois dernier. C'est étrange qu'une bibliothèque avec une façade si jolie et moderne ait un scanner hors service depuis plusieurs mois et que la ville refuse de le remplacer dans les délais appropriés. Néanmoins, cela ne m'a jamais empêché de faire mon travail. Cela le rendait juste un peu plus lent. Disons que je m'y étais habitué. Cependant, cela signifiait que je devais rester un peu plus tard que 10 heures, environ une demi-heure de plus. Mais je faisais cette organisation, quoi qu'il en coûte. Peu importe le temps que cela prenait. Alors que je regardais dans le bac que je venais de tirer jusqu'à la réception, un bruit attira fortement mon attention. C'était le son des portes vitrées, de l'entrée qui s'ouvrait et se refermait. Cela me rappela, comme une idiote, que j'avais oublié de verrouiller les portes d'entrée lorsque mes collègues étaient partis. Je suis quelqu'un d'extrêmement oublieux, mais quand j'oublie de fermer les portes et que quelqu'un entre, c'est aussi simple que de dire « Désolé, nous sommes fermés ». La plupart des gens ne s'y opposent pas. Donc en général, il n'y a pas de problème. Mais lorsque j'ai regardé vers les portes d'entrée pour dire à la personne qui venait d'entrer que la bibliothèque était fermée, je n'ai vu personne. C'était comme si la porte s'était ouverte toute seule, ou comme si quelqu'un que je n'avais pas eu le temps de voir était entré sans faire attention aux horaires affichés à l'extérieur, puis était ressorti en réalisant que c'était fermé. À ce moment-là, j'ai haussé les épaules en supposant que c'était bien ce qui s'était passé, et j'ai repris le travail que j'avais laissé en suspens il y a un instant. Cependant, je suis resté attentive, au cas où je verrais un mouvement qui indiquerait que quelqu'un s'était introduit dans le bâtiment. Ce ne serait pas inédit non plus, car à plusieurs reprises, des élèves du lycée et du collège local ont essayé de se cacher pour passer la nuit dans la bibliothèque. Je ne comprenais pas vraiment pourquoi ils faisaient ça jusqu'à ce que je vois que la même chose se faisait sur TikTok. C'était devenu l'un de ces défis viraux que tous les jeunes veulent imiter. J'ai aussi vu que certaines personnes se cachaient derrière les rayons de Walmart pour y passer la nuit sans que les employés ne le sachent et d'autres choses du genre. Et peut-être que cela peut sembler amusant à regarder, mais les jeunes doivent savoir que faire cela est illégal. Sans parler du fait que cela peut être potentiellement dangereux. En plus, Walmart est différent. La plupart de ces magasins sont ouverts 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, mais pas la bibliothèque. Elle ferme à 20 heures, et si un enfant refuse de partir, je dois rester jusqu'à ce qu'il soit parti.
Bref, ce genre de bêtises ne fait que causer des problèmes. Quelques minutes plus tard, j'avais commencé à diviser les livres en différentes catégories quand, soudain, j'ai entendu des pas venant de la section Histoire. Je tournai la tête pour regarder dans cette direction, mais une colonne décorative m'empêchait de bien voir. Je soupirais avec agacement et me levai. Il fallait définitivement que j'aille enquêter. La section d'Histoire se trouve au rez-de-chaussée et comporte plusieurs allées différentes, mais il ne me fallut pas longtemps pour toutes les examiner. Il n'y avait personne là-bas. Je retournai donc à l'accueil, et juste avant de m'asseoir à nouveau sur ma chaise, j'entendis un son différent, un son qui, honnêtement, me fit un peu peur. C'était un murmure, comme quelqu'un qui chuchotait rapidement à voix basse, sans vouloir être entendu, mais sans non plus garder le secret pour lui. Avoir des soupçons sur un fantôme, ce n'est pas que je sois superstitieuse, mais j'ai été témoin de phénomènes paranormaux à 2 occasions, et depuis, je suis assez ouverte à ce genre de choses. Pourtant, je n'avais jamais entendu aucune histoire de fantôme racontée par mes collègues de travail jusqu'à maintenant. Je n'avais donc jamais pensé que la bibliothèque puisse être hantée. Mais pour être honnête, j'étais prête à l'envisager. Cependant, je devais d'abord m'assurer à 100% que la cause de ces murmures n'était pas terrestre, ce qui, soyons sincères, pouvait être encore plus terrifiant. Suivant la direction des chuchotements, je me dirigeais vers le mur d'en face et allumais les lumières du plafond. Ensuite, je montais les escaliers et appelais à haute voix, pour que quiconque se trouvait là sache que la bibliothèque était fermée et qu'il devait partir. Mais je n'avais même pas besoin de le dire, puisque les portes étaient déjà fermées. En plus, il était presque 11 heures du soir. J'appelais 2 fois, et toujours aucune réponse. Personne ne bougeait. Jusqu'à ce que j'arrive en haut des escaliers. Là, j'entendis soudainement des pas rapides qui s'éloignaient de moi. Ils semblaient provenir de l'autre volet de marche, en face. Je ne vais pas vous mentir, j'étais un peu effrayé à ce moment-là, même si mon hypothèse principale était qu'il s'agissait d'un adolescent en train de tenter un de ces stupides défis sur TikTok. Il y avait aussi la possibilité que ce soit un intrus potentiellement dangereux. Ou comme je l'ai déjà dit, un fantôme. C'était ma dernière option, mais elle restait sur la table. Je marchais entre les rayons jusqu'au bout, en vérifiant soigneusement chacun d'eux, puis je me dirigeais lentement vers l'autre escalier. Après n'avoir rien vu d'anormal ou d'étrange à l'étage, j'empruntais la seconde volée de marche pour redescendre. Mais au 3e marche, en partant du haut, je vis quelque chose sur le sol qui me glaça le sang. Je haletai bruyamment en réalisant que c'était du sang. À cet instant, un frisson me parcourut la colonne vertébrale. Je me demandais si tout cela était bien réel. Je me posais 1000 questions. Un cambriolage? Un fantôme vengeur? Une simple hémorragie nasale que quelqu'un aurait eue plus tôt dans la journée et qu'on n'aurait jamais nettoyée? Ou quoi au juste? Aussi stupide que cela puisse paraître, je choisis cette dernière hypothèse. Une hémorragie nasale expliquerait le sang sur le sol, mais certainement pas les murmures. N'ayant trouvé personne, j'attribuais donc les chuchotements au fantôme de la bibliothèque qui faisait son grand début ce soir-là. Je continuais à descendre les marches, notant mentalement qu'une fois les livres rangés, je devrais nettoyer cette tache de sang. Mais en m'en approchant, je remarquai qu'elle semblait fraîche. Je tentais de mettre ça au fond de mon esprit, puis retournai à l'accueil. Je criai une mise en garde une fois de plus, sans obtenir de réponse. Je m'assis au bureau et terminai la classification des livres par catégorie, avant de les ranger à leur place. Une fois cette tâche accomplie, je retournai à mon bureau et vérifiai 2 fois l'ordinateur. Je rédigeai simplement une liste des livres retournés et laissai une note précisant qu'aucun d'entre eux n'avait été endommagé. Une fois l'information complétée, je validai l'entrée. Et presque au moment exact où je cliquais pour confirmer, les murmures reprirent. Mais cette fois-ci, ils venaient de juste derrière moi. Je restais totalement immobile, paralysé. J'étais si surprise et terrifié que je ne voulais même pas me retourner. Je voulais juste faire comme si rien ne se passait. Mais ça se passait, et c'était l'heure de vérité, le moment de savoir laquelle de mes hypothèses était la bonne. Alors je décidai d'agir d'un seul coup. Je bondis de ma chaise et me retournai en une fraction de seconde. Et ce que je vis derrière moi, c'était une grande silhouette, sombre traversant le couloir de gauche vers celui de droite.
C'était définitivement un homme de chair et d'os. Je trébuchais en arrière en cherchant le téléphone sur le bureau. Heureusement, je le trouvais, le collais à mon oreille et composait le 101. Un opérateur répondit et je lui signalai que quelqu'un se trouvait dans la bibliothèque, peut-être blessé. Il me dit qu'il allait envoyer quelqu'un au plus vite et qu'il voulait que je reste en ligne. Mais comme le téléphone du bureau était un téléphone filaire et que je ne voulais pas rester coincé au même endroit, je lui dis que j'allais raccrocher et attendre près de la porte principale. J'avais un téléphone portable. Et si j'avais de nouveaux problèmes, je pourrais rappeler. Alors je raccrochais. J'étais extrêmement nerveuse. Je ne savais pas qui était cet homme, ni s'il était blessé, probablement vu le sang. Mais j'étais terrifié. Je marchais jusqu'au mur où se trouvaient les interrupteurs, et cette fois-ci, j'allumais toutes les lumières du bâtiment. Je restais à l'accueil. Oui, j'aurais dû m'enfuir de la bibliothèque à ce moment-là. Mais croyez-le ou non, j'étais trop effrayé pour bouger. Je ne pouvais penser qu'à une chose. Pourquoi quelqu'un s'était-il introduit ici de cette manière? Pourquoi murmurait-il comme un fou? Et qu'est-ce que c'était que tout ce sang? Pendant que je tentais de traiter toutes ces informations, je me rendis compte peu à peu qu'il fallait que je parte de là au plus vite. Il était très possible que je sois réellement en danger. Mais juste au moment où j'allais le faire, j'entendis de nouveaux chuchotements. Cette fois, ils venaient d'en haut. Il y a une chose que je ne vous ai pas dite à propos de la bibliothèque. Elle possède des balcons. Et si je fais cette précision, c'est parce qu'à cet instant précis, je sentis comme un poids énorme tomber sur moi. Je fus écrasé contre le sol en bois. Une horrible vague de douleur traversa tout mon corps. J'eus l'impression d'avoir été écrasé comme un cafard sous une chaussure géante. Et un instant plus tard, une sensation de brûlure aiguë et profonde explosa dans mon omoplate gauche. En sentant cette douleur atroce, je criai et me débattis de toutes mes forces. Et d'une manière ou d'une autre, j'ai réussi à me libérer du poids de cette personne sur moi. Une fois libéré, je me suis levé d'un bond et j'ai couru en arrière. C'est alors qu'un homme grand s'est levé à son tour, tremblant, murmurant violemment des propos incohérents à voix basse. Au lieu de me regarder fixement, il regardait dans toutes les directions, puis s'est retourné vers moi brusquement, comme s'il délirait. Cet homme était manifestement dérangé, ou peut-être était-il sous l'effet de drogue. Mais cela m'importait peu, car je savais que j'étais désormais en grand danger. La douleur parcourait toujours mon corps, comme si une nuée de guêpes me piquait sans relâche dans le dos. Malgré tout, je me suis redressé et j'ai couru vers la porte latérale. Celle-ci n'était pas aussi proche que la porte principale. Mais dans cette direction, au moins, je n'aurais pas à faire face à un vagabond déséquilibré qui venait de m'attaquer. Je courus vers la porte. Je l'ouvris rapidement et continuai à courir jusque dans la rue, manquant de peu de heurter un agent de police. Je l'ai entendu jurer et regarder par-dessus mon épaule, en me demandant si j'allais bien. Je lui ai parlé de l'homme qui était à l'intérieur et qui m'avait attaqué et qui semblait avoir perdu la tête. Les agents sont rapidement entrés dans le bâtiment et ont fouillé toute la zone, le deuxième étage, le rez-de-chaussée, chaque couloir, chaque recoin. Mais d'une manière ou d'une autre, ils ne trouvèrent rien d'autre que la tache de sang sur la marche que j'avais vue en premier, et mon propre sang sur le sol de la réception. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris que l'homme fou m'avait poignardé dans l'omoplate gauche avec un couteau à viande. Heureusement, je ne souffrais que de contusions et de quelques points de suture. J'allais m'en remettre, du moins physiquement. Mais mentalement, je suis resté très instable pendant longtemps après cette rencontre. J'ai commencé à avoir des crises d'anxiété et je ne parvenais plus à me sentir en sécurité, que ce soit chez moi ou ailleurs. Cet homme, qui qu'il soit, m'a causé un profond traumatisme psychologique. Une fois que la police eut sécurisé les lieux, l'un des agents resta avec moi. Il appela une ambulance, puis tenta de me rassurer, me disant ce qu'il pensait de la personne qui m'avait attaqué. Il supposait que c'était probablement quelqu'un sous l'effet de drogue. Il expliqua que dans ce genre d'endroit, certaines personnes consomment des substances qui peuvent provoquer des hallucinations. Je ne savais pas s'il fallait que je ressente de la pitié ou de la colère. Nous vivons dans une très belle ville, plutôt sûre, et je trouvais déplorable que ce genre de personnes puisse circuler librement.
représentant un danger pour les citoyens. Heureusement, cet homme m'a poignardé dans une zone qui ne mettait pas ma vie en danger. Mais il aurait tout aussi bien pu me transpercer le cœur, les poumons ou un autre organe vital. Dieu merci, cela ne s'est pas produit. Après cet incident, on m'a accordé 2 semaines de congés payés à la bibliothèque, afin que je puisse guérir et tenter de retrouver une certaine normalité. Je travaille toujours là-bas, et depuis ce jour, nous n'avons jamais eu de nouvelles de cet homme, ce qui signifie qu'il n'a jamais été arrêté. Mais pendant les mois suivants, un agent de police restait avec nous, jusqu'à ce que tout le monde quitte les lieux, s'assurant que chacun allait bien. Je crois que c'est la seule raison pour laquelle je n'ai jamais démissionné. Il y a environ 4 ans, j'ai travaillé comme barista dans un café appartenant à des locaux, un endroit très prisé par les artistes et les musiciens de la ville, car ils y organisent souvent toutes sortes de petits concerts. Encore aujourd'hui, l'établissement tire la majorité de ses revenus grâce aux soirées micro ouvertes, et il reste ouvert au public jusqu'à 3 heures du matin. Cependant, quand je travaillais là-bas en 2018, le café restait ouvert 24 heures sur 24, du jeudi au dimanche. Je me souviens que tous mes collègues de l'époque détestaient de faire le service de nuit, et je ne faisais pas exception. Car même si les pourboires étaient excellents et que le salaire de nuit était bien plus élevé, je détestais être seul à gérer le seul endroit encore ouvert dans le quartier. Pour beaucoup, le café était situé dans une bonne partie de la ville, mais il se trouvait également à proximité d'un des quartiers les plus dangereux. Et c'était une autre des raisons. En réalité, il n'existe pas de bon côté de la ville pendant ces heures de la nuit. Autrement dit, si l'on est complètement honnête, on m'avait conseillé de ne jamais garder plus de $50 dans le tiroir pendant le service de nuit. Et, à en juger par le genre de personnes qui errent dans les ruelles de la ville à des heures avancées du matin, ma plus grande peur était qu'un drogué ou un quelconque délinquant m'entraîne un soir à l'arrière de la boutique pour me faire du mal. La vérité, c'est que pendant les premières heures du service, quelque chose comme entre 19 heures et 23 heures, la zone était assez animée, il y avait beaucoup de circulation et en général, la nuit se déroulait plutôt bien. Mais à partir de cette heure-là, l'endroit devenait complètement désert et la majorité des personnes que tu voyais dans la rue n'étaient pas exactement le genre de gens que tu as envie de croiser seul à seul. C'est pour cette raison que, chaque fois que j'étais programmé pour le service de nuit, je demandais à un de mes amis de venir passer un moment avec moi. Cet ami, c'était Chris, et c'était probablement quelqu'un en qui j'avais une totale confiance pour ce genre de situation. Car en plus, il aimait beaucoup l'ambiance nocturne. Il n'avait donc aucun problème à veiller tard, bien sûr. J'avais toujours de la bière ou une autre boisson alcoolisée pour lui, parce qu'il aimait bien boire. Chris avait eu quelques problèmes dans le passé avec la consommation de substances. Et même si je ne pourrais pas dire avec certitude qu'il était complètement sobre, il faisait vraiment des efforts pour rester à l'écart des drogues. Mais ce n'est pas aussi simple que les gens l'imaginent. Ce soir-là, c'était un bon moment pour moi. Je venais de toucher mon salaire et, plus tôt dans la journée, j'avais aussi reçu une belle somme d'argent pour mon vieux pick-up que Chris avait négocié pour moi avec un acheteur pendant que je travaillais. Ces derniers mois, j'avais travaillé dur, car j'avais l'intention d'acheter une nouvelle voiture. J'avais donc un peu d'économie. Ce soir-là, j'avais décidé d'offrir une bonne bouteille de whisky à mon ami, et j'avais l'intention de le remercier, aussi financièrement, pour son soutien. Pas grand-chose, parce que je ne pouvais pas me le permettre, mais assez pour qu'il puisse s'acheter des vêtements ou ce qu'il voulait. Ce soir-là, je lui passai quelques bières, sous la table pendant qu'il y avait 2 clients dans le café, et bien sûr, je me sentais beaucoup plus à l'aise de ne pas être seul pendant le service. C'était un mercredi, un jour particulièrement solitaire la nuit. Chris travaillait sur son ordinateur portable pendant que j'étais occupé, et nous parlions du fait que les choses étaient lentes. Nous étions amis depuis plusieurs années. Nous étions devenus très proches après avoir passé beaucoup de temps ensemble dans mon ancien travail. Cela avait toujours été platonique. Chris était aussi l'ami de beaucoup de mes collègues,
et nous plaisantions souvent en disant qu'il en savait autant sur le café que nous, et qu'il pourrait aussi travailler ici. Mais il riait toujours en disant qu'il avait mieux à faire dans son studio photo. Même si nous nous connaissions depuis longtemps, notre amitié n'était pas parfaite et nous avions eu quelques accrochages dans le passé, surtout à cause de ses addictions. À 2 reprises, il m'avait volé de l'argent pour acheter de la drogue. Et chaque fois que je lui parlais de ses problèmes et lui disait qu'il devait chercher de l'aide, il se mettait sur la défensive et disait que je me croyais meilleur que lui. Enfin, le comportement typique de ceux qui ne veulent pas admettre leur situation. Mais heureusement, après sa réhabilitation, nous en avions discuté. Il s'était excusé pour beaucoup de choses qu'il avait faites et dites, et moi aussi pour avoir été trop dur. Depuis, tout cela semblait être derrière nous. Ou du moins, c'est ce que je croyais, car j'avais tort, très tort. Ce soir-là, Chris ne put rester jusqu'au matin, parce qu'il avait prévu de voir une fille ou quelque chose du genre. Il partit donc vers 22 heures, alors qu'Angela et Martin, 2 de mes collègues, étaient encore dans le local. Mais au bout d'1 heure, eux aussi partirent, et au final, je dus rester seul pendant le reste du service. Quelque chose que j'ai toujours détesté, mais je n'avais pas le choix. Vers 2 heures du matin, la rue était vide, tout comme l'établissement, ce qui était tout à fait normal un mercredi. Je préparais un nouveau lot de café quand, du coin de l'œil, je vis une silhouette passer devant la vitrine. Je me tournai, mais il n'y avait personne. J'attendis que quelqu'un s'approche de la porte arrière, celle que les clients pouvaient aussi utiliser, mais après 1 minute, toujours personne. Coincé près de la caisse, j'attendis encore quelques minutes. Mais comme personne n'apparaissait, je décidai qu'il était temps de passer la serpillière. Je me rendis à l'arrière pour remplir le seau, et dès que j'ouvris le robinet, j'entendis quelqu'un entrer par la porte principale. Je criai que je serais là dans 1 minute, terminai de remplir, pris le seau et le fis rouler derrière le comptoir. Mais lorsque j'y arrivai, la personne qui était entrée avait disparu. Je haussai les épaules, pensant qu'elle était allée directement aux toilettes, puis je commençai à nettoyer derrière le comptoir. Mais je pouvais sentir une étrange sensation planer autour de moi, sans réussir à comprendre ce que c'était. Pourtant, d'une manière ou d'une autre, je savais que quelque chose n'allait pas. La première chose que j'ai regardée, c'était le tiroir, mais il n'avait pas encore été forcé. Cela aurait été assez bruyant pour que je l'entende, malgré l'eau qui coulait du robinet. Je me suis penché par-dessus le comptoir et j'ai vérifié les portes des toilettes. Elles étaient toutes les 2 fermées, mais celle des hommes avait la lumière allumée. J'ai donc su que quelqu'un s'y trouvait. Mon estomac s'est légèrement retourné, car je savais qu'il s'agissait d'un homme. Mais jusqu'à présent, je n'avais aucune raison réelle de penser qu'il y avait quelque chose d'anormal. J'ai continué à passer la serpillière sur le sol, et lorsque j'ai enfin terminé derrière le comptoir, la porte des toilettes s'est ouverte, et à ma grande surprise, Chris en est sorti. J'ai aussitôt ressenti un soulagement immense, mais je devais lui demander ce qu'il faisait là. Il m'a expliqué qu'il venait d'arriver, que son rendez-vous s'était mal passé et qu'il avait décidé de venir me tenir compagnie. J'ai été très reconnaissant envers mon ami. Je lui ai donc dit qu'il pouvait prendre ce qu'il voulait. C'était la maison qui offrait. Je me suis placé derrière la machine à expresso et j'ai commencé à lui préparer un cappuccino, car je savais qu'il aimait ça. C'est à ce moment-là que je me suis tourné pour lui dire quelque chose. Mais ce que j'avais en tête s'est immédiatement évaporé. Son expression avait changé, passant de chaleureuse à diabolique en une fraction de seconde, et soudain une vague de frissons m'a parcouru tout le corps. Je pouvais maintenant remarquer autre chose. Ses yeux étaient rouges, vitreux, vides. Il était drogué. « Daguemusen, qu'est-ce que tu fais ?» lui ai-je demandé, un peu effrayé. Chris a souri comme un psychopathe et a sorti un couteau de derrière son dos. « Mais il est enfin temps de régler les comptes, mon vieux, » a-t-il dit en commençant à rire. « Mais qu'est-ce qui te prend, Chris ? T'as perdu la tête. »« Pose ce couteau !» lui ai-je lancé, un frisson montant le long de ma colonne vertébrale. Je savais qu'il ne plaisantait pas. Je le connaissais assez bien pour savoir quand il mentait. Et cette expression démente, elle était bien réelle. J'avais déjà assisté à l'un de ces épisodes psychotiques après qu'il se soit drogué auparavant. « Chris,
On est amis, s'il te plaît, lâche ce couteau, t'ai-je répété. Mais il s'est contenté de rire, comme un fou, et a commencé à s'avancer, me forçant à reculer. Il m'a dit que c'était justement pour ça, que personne ne se douterait de rien, parce que tout le monde savait que nous étions amis. Ces mots m'ont glacé le sang. Il y a des caméras ici, Chris, lui ai-je rappelé. Mais il a continué à rire à gorge déployée et m'a dit qu'il les avait déconnectés avant de partir. Ça m'a vraiment choqué, car jusqu'à ce moment, je pensais que ce qu'il faisait était le résultat de la merde qu'il s'était injectée. Mais en réalité, quand il était parti plus tôt, il était sobre. On avait parlé normalement, comme toujours. Alors une question m'est venue à l'esprit. Depuis combien de temps planifiait-il ça? Je n'ai pas pu m'en empêcher, et je le lui ai demandé directement. Il m'a alors regardé avec une expression de haine que je ne lui avais jamais vue auparavant, et m'a dit qu'il en avait marre de moi, que je me croyais meilleur que lui, que je le traitais comme un drogué pathétique. Il disait cela tout en approchant ce couteau de boucher énorme de ma poitrine, me forçant à reculer vers l'arrière-boutique. Ma gorge s'est resserrée. C'était aussi à ce moment que j'ai cherché une sortie et réalisé qu'il avait verrouillé les deux portes et éteint le panneau ouvert, m'empêchant ainsi quiconque de rentrer. Chris continuait d'avancer, encore et encore. C'est un gars grand et costaud, bien plus grand que moi et clairement plus fort. Je ne pouvais pas rivaliser avec lui dans un combat à main nue, surtout en étant désarmé. J'ai crié, désespéré, en cherchant quelque chose pour me défendre, essayant de ne pas glisser sur le sol mouillé. « Ferme-la !» m'a-t-il hurlé, avant de me dire de lui donner l'argent que j'avais reçu de mon boulot et celui de la camionnette que j'avais vendue. Il n'y avait aucun moyen de nier. C'est lui qui avait fait cette transaction, plus tôt dans la journée, et il m'avait donné l'argent en liquide. Il savait aussi que je touchais ma paye en espèces. Mon dernier espoir, c'était que le sac avec l'argent se trouvait sur le comptoir, ce qui me donnait une petite chance de trouver quelque chose là-bas pour me défendre. Ou au moins créer une diversion, pendant que je chercherais une échappatoire. Nous sommes allés jusqu'au comptoir, lui me tenant en joue avec le couteau en permanence. J'ai pris le sac et je le lui ai tendu. Mais à la dernière seconde, avant qu'il ne me pousse hors de vue vers l'arrière-boutique, j'ai attrapé la presse à panini et l'ai arrachée de la table, frappant violemment l'angle métallique contre le côté de sa tête. Il a essayé de bloquer le coup et m'a entaillé le bras. Mais j'ai réussi à le toucher, et combiné avec l'eau au sol qui rendait tout glissant, le choc l'a fait tomber. J'ai profité de cette brèche et j'ai sauté par-dessus le comptoir, en une fraction de seconde, courant vers la porte arrière jusqu'à ma voiture. Je me suis enfermé à l'intérieur et j'ai appelé la police. Ce n'est que lorsque j'ai pensé à fuir que j'ai réalisé que Chris avait garé sa voiture juste devant la mienne, exprès pour m'empêcher de partir. Ce salaud avait tout prévu. Pendant que je parlais au téléphone avec l'opérateur, il est sorti et a commencé à se diriger vers ma voiture. Mais alors, je suis sorti en courant, criant à l'aide. Par chance, une patrouille de police passait justement dans la rue, ce qui a fait fuir Chris. Les policiers ont soigné ma blessure et j'ai donné ma déposition sans omettre le moindre détail. J'étais encore sous le choc. Je n'arrivais presque pas à croire ce qui venait de se passer. Il s'est avéré que l'histoire des caméras était vraie. Il les avait bien déconnectées. Je n'avais même pas idée qu'il savait comment faire ça. Cela prouve simplement qu'il avait tout planifié depuis longtemps, et que s'il avait mené son plan à terme, cela aurait été le crime parfait. Il était mon ami. Personne ne se serait douté de rien. Tout le monde l'avait vu partir ce soir-là, après m'avoir tenu compagnie. Chris s'était passé très près de me tuer, d'une manière vraiment diabolique, et très probablement, ma mort serait restée impunie. Je pouvais même l'imaginer allant chez mes parents pour leur présenter ses condoléances pour ma mort, tout en dépensant mon argent en drogue dès le lendemain. Chris a été arrêté le jour suivant, et plus tard, il a été condamné à 6 ans de prison pour ce qu'il avait fait. Pour moi, c'était une peine bien trop légère pour quelqu'un qui avait prémédité autant de mal contre quelqu'un qui le considérait comme un frère. La trahison de Chris m'a appris une grande leçon. Garder les yeux grands
ouvert face à toutes ces personnes qui prétendent être mes amis. Cela m'a aussi appris à être très attentif à tous ces petits signes que j'avais complètement ignorés avec lui. Heureusement, j'ai pu récupérer mon argent et finalement, je me suis acheté ma nouvelle voiture. En ce qui concerne le travail, j'ai continué à y travailler, mais je n'ai plus jamais voulu couvrir le service de nuit. C'était une nuit enneigée. Lorsque j'ai garé ma voiture sur le parking de la station-service, où je travaillais au service de nuit, de 23 heures à 7 heures. Je travaillais à cet endroit depuis plusieurs mois. En vérité, je n'aimais pas beaucoup ce travail, mais il m'avait été difficile d'en trouver un meilleur. Et à cause de certaines circonstances de ma vie, le service de nuit était celui qui s'adaptait le mieux à mon emploi du temps personnel. Pourtant, chaque nuit, j'arrivais au travail en me sentant épuisé et fatigué, luttant pour terminer chaque service. Cette nuit-là, en particulier, j'ai garé ma voiture devant le bâtiment, à côté de la seule autre voiture présente sur le parking, celle de mon collègue de travail qui devait me passer le relais. Je suis entré, j'ai reçu l'inventaire et la clôture de la caisse, puis je me suis préparé à commencer mon service, comme toutes les nuits. Il est resté quelques minutes, puis il est parti. Je me suis donc retrouvé seul pour le reste de la nuit. En arrivant à mon bureau, j'ai remarqué que le gérant m'avait laissé une feuille avec des instructions et des tâches à accomplir. Mais après l'avoir lu, je me suis rendu compte qu'il n'y avait rien de bien important. J'ai estimé que cela ne me prendrait pas plus d'1 heure pour tout terminer. Alors j'ai essayé de retarder ces tâches, autant que possible pour éviter de m'endormir, car je commençais à me sentir très fatigué, quelque chose d'assez habituel chez moi. Cependant, quand je me suis assis derrière le bureau, vers minuit, une voiture s'est arrêtée à la station. J'ai regardé par la fenêtre et j'ai vu un vieux pick-up qui s'est garé à l'une des pompes. Ce jour-là, il neigeait dehors, donc la plupart des gens ne conduisaient pas. Mais il arrivait parfois de recevoir un client dans ces conditions. Je suis retourné à mon téléphone et j'ai regardé quelques vidéos, sans vraiment prêter attention à la personne dehors. Environ 15 minutes plus tard, j'ai regardé de nouveau par la fenêtre et j'ai remarqué que le pick-up était toujours là, à côté de la pompe. Ses phares étaient éteints et sa porte fermée. Rien d'étrange à première vue, on aurait dit qu'il faisait simplement le plein. Mais il était là depuis bien trop longtemps. C'est alors que j'ai décidé de me lever et de m'approcher. Je me suis dirigé vers la fenêtre du bâtiment de service et j'ai regardé des deux côtés. Mais il n'y avait personne dehors. Cela m'a un peu inquiété, car si quelqu'un était resté dans cette voiture pendant les 15 dernières minutes, moteur éteint, il aurait dû être en train de geler, car il neigeait fortement et il y avait du vent. Honnêtement, je commençais à m'inquiéter sérieusement. J'ai prêté plus d'attention pendant les minutes suivantes, espérant voir un mouvement à travers la fenêtre ou que quelqu'un retourne dans sa voiture, mais rien ne s'est passé. C'était comme si la voiture avait tout simplement été abandonnée par son propriétaire à la station-service. Après avoir observé pendant environ 15 minutes supplémentaires, sans que rien ne se produise, je suis retourné à mon bureau. J'ai pris ma veste qui reposait sur le dossier de ma chaise. Je l'ai mise rapidement et je suis sorti immédiatement. Dès que j'ai mis un pied dehors, j'ai su que mes inquiétudes étaient fondées. Il faisait bien trop froid pour que quelqu'un reste dans une voiture avec le moteur éteint ou même dehors plus de quelques minutes. Je me suis dirigé vers la voiture en traînant les pieds et j'ai regardé autour de moi. Ensuite, j'ai approché mon visage de la vitre et j'ai essayé de voir l'intérieur du pick-up. « Bonjour, il y a quelqu'un ici ?» Ai-je lancé, juste pour vérifier s'il y avait quelqu'un et s'il allait bien. Cependant, je n'ai reçu aucune réponse. Et d'après ce que je pouvais voir, il n'y avait personne dans la voiture. Même s'il n'était pas facile de bien voir à cause de la neige, peut-être que quelqu'un pouvait s'y trouver, mais j'étais presque certain que ce n'était pas le cas. J'étais très confus. J'ai reculé et regardé autour du parking vide de la station-service, avant de commencer à marcher de nouveau vers le bâtiment. Et c'est à ce moment-là que quelque chose a attiré mon attention. Et maintenant, mes yeux n'étaient plus focalisés sur la voiture, mais sur le sol. J'ai vu des empreintes de pas dans la neige, qui menaient vers le bâtiment. Pas vers l'avant du bâtiment, mais un peu sur le côté. J'ai regardé derrière moi, et il semblait qu'elles venaient de la voiture.
Mais à ce moment-là, je suis resté paralysé et je n'ai pas voulu en savoir plus. Sans me réchauffer un peu d'abord, je suis donc rentré à l'intérieur et j'ai allumé le petit chauffage qui se trouvait à côté du bureau du caissier, en plaçant mes mains devant pour me débarrasser un peu du froid. Je suis resté à peine une minute avant qu'un bruit fort ne résonne dans tout le bâtiment derrière moi. On aurait dit qu'un tas de boîtes était tombé au sol. Je me suis retourné, mais je n'ai rien vu. Ensuite, j'ai fait le tour du comptoir et, à mon horreur, j'ai vu qu'au sol, à l'arrière, il y avait une flaque d'eau neigeuse et sale provenant des chaussures de quelqu'un. Je sentais un froid glacial à ce moment-là, mais j'ai quand même avancé vers la pièce du fond. Et j'ai tourné vers le coin où se trouvait l'entrepôt. C'est alors que j'ai vu une silhouette debout dans l'obscurité, derrière l'une des étagères. C'était la silhouette de quelqu'un, un homme grand, aux épaules larges. Il avait une barbe épaisse et me regardait directement. À cet instant, mon cœur a manqué un battement. Je suis resté complètement paralysé un instant. Mais après le choc initial, ma réaction a simplement été de revenir vers le comptoir et de rester là. Je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Peut-être étais-je trop surpris pour réagir correctement. Après être resté figé à regarder la porte de l'entrepôt, pendant je ne sais combien de temps, complètement muet, j'ai pris le téléphone du magasin et j'ai appelé la police. À ce moment-là, j'avais l'impression que ma voix ne sortait même pas, et je ne pouvais pas parler fort pour ne pas être entendu par l'étranger. J'ai donc pratiquement demandé de l'aide en murmurant, à bout de souffle. Et après cela, j'ai vécu les 10 ou 15 minutes les plus stressantes de toute ma vie en attendant. Pendant tout ce temps, je n'ai rien entendu ni vu venant de la pièce de stockage, ce qui, honnêtement, a encore accru ma peur. D'une manière ou d'une autre, l'homme n'est jamais sorti pour me confronter. Mais il ne m'a pas parlé non plus, ni tenté de se justifier. Et quand 2 officiers de police sont enfin arrivés et sont entrés, je leur ai indiqué à voix basse où se trouvait l'homme. Ils ont fouillé la pièce pendant que je restais devant. Mais j'ai été surpris quand ils sont ressortis sans personne. Apparemment, l'homme était déjà parti. Les empreintes de chaussures sales entouraient la porte arrière. Mais au lieu de se diriger vers la pompe où était le pick-up, elles allaient directement vers le champ long et sombre qui s'étendait derrière la station. Mais ce n'était pas le plus étrange. Le plus étrange, c'est que lorsque j'ai regardé vers la pompe, le vieux pick-up n'y était plus. Pourtant, je ne l'ai pas entendu démarrer, ni vu personne y monter. C'était trop étrange. D'un autre côté, à cette heure-là et avec ce temps, il était presque impossible pour quelqu'un de traverser ce champ, couvert de neige sans geler. Rien n'avait de sens. Et je n'ai plus jamais entendu parler de cet homme étrange, ou de ce que c'était. En 2017, j'ai trouvé l'emploi de mes rêves, gérant d'un pub rustique très ancien. C'était le genre d'endroit avec des vitraux et des accessoires de bar des années 30. Mais au bout de quelques mois, les propriétaires ont décidé de le vendre à une grande entreprise brassicole. J'ai donc à nouveau perdu mon emploi. Cela a été une vraie déception. Après seulement quelques mois, à avoir décroché le travail de mes rêves, je l'ai perdu de nouveau et sans aucun préavis. J'étais désespéré à ce moment-là. J'avais un loyer impayé et une tonne de factures à régler. J'étais donc prêt à travailler n'importe où, dans n'importe quoi, pour n'importe quel salaire. C'est comme ça que j'ai fini par obtenir un emploi dans ce magasin de spiritueux, en plein centre-ville. Je travaillais de nuit. Je prenais mon poste à 22 heures et je finissais à 6 heures. C'était un horaire difficile, qui me privait complètement de sommeil nocturne. Mais c'était le premier travail que j'ai trouvé, et il m'aidait à éponger mes dettes, qui m'étouffaient complètement. Cet endroit était aussi très fréquenté. Il y avait un distributeur automatique en plein milieu du magasin. On y vendait des bouteilles très chères d'alcool premium. Et tout le commerce se faisait en espèces. C'était l'endroit où pratiquement toutes les personnes qui sortaient boire le week-end et voulaient continuer la fête après la fermeture des bars s'arrêtaient pour acheter quelques bouteilles avant de prendre un taxi, pour rentrer chez elles. Donc je ne mens pas quand je dis que parfois, on avait jusqu'à 7000 en espèces dans la caisse à la fin de la nuit. Et quand je dis « on », je parle en fait de moi seul, car j'étais complètement seul pendant ce poste. Un dimanche matin, vers 5 heures, juste la veille de Noël, la soirée avait été très agitée. Nous avions plus de 6000 dans le magasin.
C'était comme un vendredi noir. Ce jour-là, il y avait eu des fêtes partout en ville. Et comme c'est souvent le cas à cette époque de l'année, les gens n'avaient tout simplement aucune intention d'arrêter la fête. Tout le monde voulait continuer à boire. Alors ils achetaient leurs bouteilles pour aller faire la fête ailleurs. Cette nuit-là, le service a été vraiment épuisant. Je suis sérieux, c'était l'un des quarts les plus chargés que j'ai eus durant tout le temps où j'ai travaillé là. J'étais seul à servir une vingtaine de personnes en même temps. À un moment donné, j'ai dû me placer derrière une étagère et commencer à faire des exercices de respiration, car j'étais vraiment sur le point de m'effondrer. Quand le jour commençait enfin à se lever et que le flux de clients a naturellement diminué, je me souviens avoir posé ma tête sur le comptoir en pensant que j'aurais pu m'endormir à cet instant même. Et c'est alors que j'ai entendu le petit bip de la porte s'ouvrant. Et bien que j'aurais préféré plonger ma propre tête dans les toilettes plutôt que de servir un autre client, ivre, je n'avais pas le choix, je devais faire mon travail. J'ai levé la tête du comptoir, mort de fatigue, et j'ai vu ce type, propre, bien coiffé, bien habillé et surtout sobre. Alarmant de sobriété, la raison pour laquelle cela a autant attiré mon attention, c'est que la plupart des gens qui s'approchent de cet endroit, un samedi tard dans la nuit ou au petit matin sont, généralement complètement saouls, les yeux vitreux, injectés de sang, parlant en traînant les mots et puant l'alcool. Mais ce type-là était étonnamment lucide, ce qui était très étrange. Il gardait aussi ses mains dans les poches de sa veste tout le temps, pendant qu'il parlait, mais les choses sont devenues encore plus étranges lorsqu'il m'a salué par mon prénom. J'ai pensé qu'il avait peut-être simplement fait cela parce qu'il me connaissait. Et à ce moment-là, dans l'état d'épuisement dans lequel je me trouvais, je ne l'avais pas reconnu. J'ai donc continué à être poli et je lui ai dit « Oui, c'est bien moi. Comment sais-tu cela ?» Puis, une fois de plus, il m'a appelé par mon prénom et a continué en me disant où j'habitais. Évidemment, c'était beaucoup plus étrange et cela m'a paru un peu inquiétant. La première chose qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il s'agissait peut-être d'un policier, en civil ou quelque chose comme ça, et que j'avais peut-être fait une erreur comme vendre accidentellement une bouteille d'alcool à un mineur de moins de 18 ans ou quelque chose dans ce genre. En vérité, je m'attendais à ce qu'il me dise quelque chose de ce type. Mais ensuite, l'homme a commencé à poser des questions sur ma mère en l'appelant par son prénom. Ensuite, il a demandé des nouvelles de ma sœur, et lui aussi connaissait son nom. Le type m'a demandé si elle vivait toujours dans tel ou tel quartier, et il m'a donné leur adresse exacte. En entendant cela, je me suis excusé, pensant qu'il était peut-être un vieil ami de la famille que je ne reconnaissais pas. Mais il y avait quelque chose chez lui qui me faisait peur. Je ne savais pas exactement quoi, car il n'a jamais été agressif. Et vu les choses qu'il me disait, il était probablement quelqu'un que j'avais connu dans le passé. Une des choses qui m'a mis mal à l'aise, c'est que pendant qu'il me parlait, l'homme n'a pas sorti une seule fois ses mains des poches de sa veste, et cela m'a vraiment semblé étrange et suspect. C'est alors que deux autres hommes sont entrés, eux aussi étrangement sobres. Ils paraissaient calmes, et leurs mouvements étaient délibérés. Ils ont simplement marché vers le comptoir et se sont placés de chaque côté du type qui semblait en savoir trop sur moi. Puis, très poliment, l'homme qui semblait tout savoir sur moi et ma famille m'a demandé s'il y avait une salle de bain à l'arrière du magasin. Je lui ai dit que oui, et alors il m'a dit, toujours très poliment, « Entre là-dedans, ferme la porte et ne sors pas pendant au moins une demi-heure. » Et pour que ce soit bien clair qu'il ne s'agissait pas d'une simple demande, il m'a montré qu'il tenait quelque chose de lourd sous sa veste. C'est seulement à ce moment-là que j'ai compris ce qui se passait. Bien sûr, j'ai fait exactement ce que l'homme m'avait demandé. À ce moment-là, les hommes ont commencé à prendre toutes les clés USB des caméras de sécurité, ont détruit les moniteurs et ont forcé le coffre-fort. Les trois hommes ont aussi commencé à fouiller toutes les caisses d'alcool, haut de gamme, ce que je pouvais entendre très clairement depuis la salle de bain. En résumé, ces types ont pillé l'endroit de fond en comble. Pendant tout le temps qu'ils semaient le chaos dans le magasin, je suis resté assis sur les toilettes, me demandant comment cet homme savait où vivait ma famille et qui ils étaient tous.
J'étais vraiment confus et complètement bouleversé. Quand ils ont finalement terminé leur tâche, j'ai entendu des pas se diriger vers la porte de la salle de bain. J'ai commencé à trembler. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est qu'ils allaient maintenant se débarrasser de moi pour ne laisser aucun témoin pouvant les identifier. Mais alors que je me préparais à recevoir une balle dans la tête, j'ai entendu cette voix de l'autre côté de la porte, qui me disait que j'avais fait ce qu'il fallait pour le bien de ma famille et que tout ce qu'ils avaient pris était assuré, donc personne d'autre que les compagnies d'assurance ne perdrait un seul centime. Ensuite, il m'a demandé de rester là encore 10 minutes et qu'après, je pouvais faire ce que je voulais. Logiquement, j'ai fait ce qu'il m'a demandé une fois de plus. J'ai attendu 10 minutes. Et seulement après ce délai, je suis sorti de la salle de bain où j'étais reclus et j'ai immédiatement appelé la police. Dès leur arrivée, je leur ai fait ma déposition, leur disant que tout s'était passé très vite et qu'ils devaient être des professionnels, car je n'avais même pas eu le temps de frapper l'alarme derrière le comptoir. Quand ils m'ont demandé à quoi ressemblaient les hommes, bien que j'ai vu très clairement le visage du type, je ne leur ai donné que des descriptions vagues, car j'ai compris que révéler leur identité pourrait mettre ma famille en danger. Ce jour-là, ces hommes ont volé un butin d'au moins 10 000 € et ils ont tout fait en moins de 30 minutes. Mais le plus incroyable, c'est qu'ils ont réussi à s'assurer que la seule personne capable de les identifier ne dirait rien à personne. Je ne peux même pas vous décrire à quel point c'était terrifiant qu'un criminel me décrive en détail où vivaient ma mère et ma sœur. C'est, sans aucun doute, l'expérience la plus effrayante que j'ai vécue de toute ma vie. Ce même jour, j'ai quitté le magasin. Mais heureusement, le lendemain, j'ai trouvé un nouvel emploi comme serveur dans un restaurant. Pendant plusieurs années, j'ai travaillé comme employé dans une boutique de détail. À ce moment-là, j'avais 21 ans et je devais couvrir le service de nuit. En général, j'avais un assistant de nuit pour m'aider, mais il n'était pas rare que je passe toute la nuit seul, car ce n'était pas un très grand magasin et le rythme de travail n'était pas très intense. En fait, je travaillais lentement, juste pour éviter de me retrouver sans rien à faire. Et l'expérience terrifiante que je vais vous raconter maintenant s'est produite pendant l'une de ces nuits où je travaillais seul à un rythme tranquille. Au début de mon service, j'ai chargé quelques caisses et me suis dirigé vers les rayons pour commencer à organiser les marchandises. Cela ne demandait pas beaucoup d'efforts mentaux, alors mon esprit s'est mis à vagabonder ailleurs, simplement en pensant à des choses au hasard, sans vraiment prêter attention à ce que je faisais ou à ce qui m'entourait. J'ai parcouru environ 3 rayons, en portant ces caisses pleines de produits, totalement plongé dans mes pensées, jusqu'à ce qu'un coup frappé à la porte d'entrée me ramène brusquement à la réalité. J'étais tellement perdu dans mon monde que j'ai failli ne pas enregistrer ce que c'était. Mais une fois que je m'en suis rendu compte, je me suis senti très confus. Quiconque frappait à la porte le faisait avec une telle force que le bruit résonnait dans tout le magasin. J'ai marché jusqu'au bout de l'allée et j'ai regardé par la grande vitre à l'avant. C'est alors que j'ai vu un homme avec un chapeau, debout devant la porte. Je me suis approché de l'autre côté et je lui ai fait savoir que nous étions fermés et que nous n'ouvririons pas avant 8 heures du matin. Je lui ai dit cela à travers la vitre, mais l'homme se contentait de me fixer sans dire un mot. J'ai pensé qu'il ne m'entendait peut-être pas bien à cause de la vitre, même si je parlais assez fort pour que ma voix passe de l'autre côté. Je lui ai alors montré le panneau, et une fois encore, je lui ai dit que j'étais désolé, mais que nous étions fermés jusqu'au matin. Pourtant, l'homme restait planté là, à me regarder en silence. Je l'ai observé quelques secondes, espérant une réaction quelconque de sa part. Mais comme il ne disait rien et ne bougeait pas, j'ai tourné les talons et suis parti. Alors que je retournais vers le fond du magasin pour continuer mon travail, je me suis retourné vers la porte et je l'ai vu s'éloigner. Puis j'ai regardé de nouveau devant moi quelques secondes, et lorsque j'ai jeté un nouveau coup d'œil vers l'entrée du magasin, il n'était plus là. Je n'ai pas non plus remarqué de voiture garée nulle part, ce qui m'a semblé étrange, car ce magasin était situé au bord d'une route, assez loin de la zone résidentielle la plus proche. En général, les gens venaient donc en voiture. Tout l'incident était étrange.
C'est le moins qu'on puisse dire. Néanmoins, j'ai supposé qu'il s'était simplement trompé d'endroit, ou quelque chose du genre. J'ai finalement repris mon activité. Et en plaçant les produits sur les étagères, j'ai complètement oublié l'homme au chapeau. Quand il était environ 2 heures du matin, j'étais au milieu des rayons, prêt à prendre mon repas. J'ai posé la boîte au sol et suis allé à la salle de repos, située à l'autre extrémité du bâtiment. Je suis resté là environ une demi-heure en mangeant. Une fois mes pâtes à la viande terminées, je me suis remis au travail. J'ai traversé à moitié l'allée dans laquelle je rangeais les produits quelques instants plus tôt. Mais en levant la tête, j'ai vu un homme marcher entre les rayons, fixant droit devant lui. Il se trouvait à l'autre extrémité du magasin et avançait d'un pas tout à fait normal, comme s'il ne m'avait pas remarqué. C'était l'homme au chapeau. Je suis resté paralysé sur place, un frisson soudain m'envahissant. En tendant l'oreille, je pouvais entendre ses pas s'approcher du côté du bâtiment d'où je venais à peine. Alors je me suis engouffré dans une allée et me suis caché derrière les étagères. Ses pas semblaient se diriger vers la salle de repos. Mais juste avant que je ne quitte l'allée pour courir chercher de l'aide, j'ai entendu ses pas s'accélérer. Il courait à présent dans le magasin et il était très proche. En réalisant cela, j'ai couru vers l'autre extrémité de l'allée. Puis, en me retournant, j'ai vu l'homme pivoter brusquement et commencer à courir dans ma direction. À cet instant, une décharge d'adrénaline a envahi tout mon corps. J'ai foncé à toute vitesse vers la porte principale. J'ai sorti mes clés de ma poche. Et avec des mains tremblantes pour essayer de l'ouvrir, et juste au moment où j'y parvenais enfin et sortais du bâtiment, j'ai aperçu du coin de l'œil un éclat métallique. Puis j'ai entendu un bruit assourdissant. Un coup de feu si fort que je ne savais même pas d'où il venait. Mais j'ai couru pour sauver ma vie. Le type était déjà parti lorsque la police est arrivée. Je suis entré dans le magasin avec les agents et ils ont trouvé la porte arrière ouverte, avec quelques outils lourds à côté. Mais le plus terrifiant dans leur découverte, c'était le trou causé par la balle du tireur, juste à côté de la porte principale, à peine quelques centimètres, de l'endroit où je me trouvais quand j'ai entendu le tir. Compte tenu de l'objectif apparent de l'attaque et du fait que l'homme n'avait rien volé d'autre que quelques snacks, la police a supposé qu'il s'agissait d'un drogué en pleine crise psychotique.